Bienvenue à cet événement. Je tiens à remercier le pôle SCS pour penser à nous quand il s'agit d'organiser ce genre d'événement, qu'on accueille toujours avec plaisir. Merci à tous d'être là. Merci à nos soutiens, Amadeus en particulier, qui est un de nos membres très actifs et qui, avec sa structure, nous aide considérablement dans l'organisation de ces manifestations. Merci à la CASA, avec Aline, qui va, je crois, prendre la parole tout à l'heure. Merci à Mme Brunto pour la région, et plus que la région, puisque c'est la plus multi-site de nos élus régionaux, je crois. Donc, je suis très heureux de vous présenter cette journée. Je salue M. Mascarelli, qui nous rejoint finalement pour la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, qui est notre hôte d'une certaine manière aussi. Alors Sophia, pour ceux qui ne seraient pas de Sophia, dans cette assistance, c'est les chiffres, c'est plus de 2000 entreprises, c'est à peu près 38 000 emplois. C'est surtout une croissance de 1000 emplois par an. I'd like to welcome our friends from Europe that are going to bring their experience and show up their results, coming from Germany, coming from Holland, and coming from Hungary. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, I am very happy to introduce this conference on Startup Studio here in Sophia Antipolis. My name is Jean-Luc Freta, and I'm the co-founder of Olaup, which is a startup studio. I want to share with you some, just a couple of key figures and our vision about startups and also corporate innovation. Welcome, and thank you for having me. My journey as an entrepreneur started 4 years ago when I decided that I want to build a company, a kind of online educational platform. I created a team, and for the next 1 year, I spent all my time trying to make it work. We did everything by the book. We used Lean Startup methodology, we used design thinking, we went to dozens, almost hundreds of pitching events to show our idea to the world, to early adopters. We hustled, and after 1 year, we had to realize that our idea, our company, failed. We were victims of the 9 out of 10 startups fail paradigm. You know, it's how things work. Organizations that build companies one after another. And I was wondering how these startup studios do it. After analyzing about 50 studios, this was the basic recipe that I could figure out. First, these studios have some kind of centralized team, including entrepreneurs. They have an infrastructure, an office, workstations, financial resources, a network, and most of the time, these organizations generate their ideas themselves. They don't look for outside teams so they can mentor them, but they do the ideation right in-house. That includes case studies, best practices, and some guidelines on how to start an own studio, how to start cooperating with a startup studio. Take one, read it, and I wish you happy venture building for 2019. Thank you. Good morning, everyone. Like I mentioned, my name is Toby Goodman. I'm a researcher, so I focus on corporate entrepreneurship. I do my PhD in corporate venturing. I also work at a corporate venture capital firm where we invest in companies. It's a $1.2 billion fund in
like all over the world. What is a startup studio? How does it fit in a corporate strategy? And what are the best practices? So starting off with a baselining, like what's corporate venturing all about? The second point, contextualizing really what is a startup studio in a corporate setting. And last but not least, number 3, deep diving. I did a study on different startup studios and like retrieved some best practices, which I'd love to share with you. But such a diverse kind of thing, and it's pretty interesting for me, because even such an easy task, we're not able to manage by ourselves. So as a researcher, that's always my example. We need to be data-driven. You need to do like work with data-driven models, and we can't trust our gut. That's just the baseline for my talk. And so I like urge you to look into research, because we are very data-driven. We look into best practices, and we not like, especially in the startup world, it's very gut-based, gut-feeling-based. We also need to rely on data-driven processes. So that's both financial goals and strategic goals, where the innovation is flowing from the outside to the inside. When we talk about the accelerator model, then that's the external explorer. So it's outside in, because the innovation flows from the startup to the corporate, and it's rather strategic, because it's early stage companies and so on. But that's just an overview of what are different venture modes, and we do a deep dive on the venture builder. That's a startup studio. I have a lot of like data with me, so if you want to ask questions and later on, or if you want to deep dive, I'm willing to share all this information with you. As a researcher, everything I do is like for everyone, and happy to be with you. Thank you. So today I'd like to talk to you about waste. The amount of waste in the world is staggering. And let me be clear. This waste is terrible. This is actually all of the bikes from a discontinued ride-sharing service. But I'm not talking about this kind of waste. I'm talking about the kind of waste that's even bigger than that. I am talking about the kind of waste that is global. I am talking about the kind of waste that's affecting all of us in this room every day. Ladies and gentlemen, I'm talking about the waste on human capital. The amount of time we spend working on wordless ID or working on with wordless people is staggering. I mean, we've all been there, working all-nighters, pulling all that time, finishing a project, your own project or the project from somebody else, but it all turned out to be a waste. We need to solve this. You know what? You have an agency. What do agencies do? They build projects. And these were the 5 ones which made out to be the most important. So team and execution. Are you able to execute? Is the team any good? The IDs, is the ID actually worth building? The business model, do you have a clear path to revenue? Funding, and this is a really important one, can you outfund your competition? So when you have a business and you have more cash, can you outfund somebody? I don't know, maybe. Is it the timing? Are you too early, too late? And the thing is, and I was really surprised by this, but we should have known this. In his companies, 40% of success was based on timing. And we've learned that timing is one of the most critical points, critical issues in a startup studio for success. And it should be for everybody. A startup studio is cool and safe. And combining those 2 things, being cool and safe, is crucial. So we not only do this with the team, but we also do this with the funding, the financing in the studio. You need to combine those 2 things. On average, for each and every funding round, and we have all this data, 50% of startups fail. So we're not talking about the startups who did an exit or still maybe a zombie or did an M&A. No, these startups fail, 50% of them, each and every round, because they can't find new funding. Doesn't mean they're like not doing 100 million in revenue. They can't find new funding. So in average, it takes 7 rounds till you get to the 1%ers, to the unicorns. On passe à l'avant-dernière partie du programme. Donc on n'a pas eu d'usine à start-up propre en PACA, mais on a mis en place depuis 10 ans avec la région Sud un mécanisme pour repérer les futurs stars
Et aujourd'hui, donc, c'est la session 2018, les stars 2018. Mais je voulais prendre juste quelques minutes pour faire un petit retour sur 10 années de cet événement, du concours des PME innovantes, avec la région, et avec des témoignages. Donc, c'est un programme qui a 10 ans, depuis 2008, avec la région Sud, donc, nous mettons en œuvre ce programme-là, qui nous occupe. On a reçu au total 374 candidatures, donc, on va dire, start-up. C'est important. Il y a 64 lauréats qui ont été récompensés. Et on a regardé de près qu'est-ce qui s'était passé. Alors, c'est des gens qui ont été récompensés en 2008 et jusqu'en 2017. Toutes ces entreprises-là ont généré plus de 700 emplois et ont créé, à travers leur chiffre d'affaires, une valeur de 127 millions d'euros. Je vais donc appeler sur scène Clarisse Ginet, la cofondatrice de Texplain, que je vous demande d'applaudir, Mathieu Chauvin de Optionway. Et Mathieu, j'ai un engagement de lui verser 1 euro à chaque fois que je me trompe sur le nom de son entreprise. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Et Guillaume Lannoy, qui est directeur commercial de Wuxo. Des puces électroniques, il y en a partout, hein, dans les télés, les frigos, tous les objets de notre maison, mais aussi dans les voitures, dans les commerces, dans les avions, dans les banques. Hein, quand on parle d'une carte bancaire, bien sûr, il y a une smart card à l'intérieur. Donc nous, en fait, on regarde à l'intérieur. Donc on va se retrouver, bon là c'est un petit peu simplifié, c'est quand même un peu plus complexe dans une puce. Et on va essayer de détecter, par exemple, s'il y a des portes dérobées qui ont été implantées pendant la fabrication, souvent la fabrication étant réalisée dans les pays asiatiques. Ensuite, on peut, avec notre solution, regarder s'il y a du vol de propriété intellectuelle hardware qui peut arriver entre fabricants. Et puis, on va chercher également si on peut trouver des failles de sécurité de manière un peu plus générique, comme je disais, qui vont permettre en fait aux pirates d'extraire ensuite toutes les données embarquées, donc les données embarquées qu'on va trouver dans un passeport, dans une carte bancaire, dans une carte d'authentification, quelle que soit l'application, comme je disais tout à l'heure. Ici, vous avez une photo, effectivement, sur le slide d'Optionway en 2014, avec à l'origine un produit très disruptif, puisque ça consistait à commercialiser des options sur les billets d'avion, des options étant des ordres d'achat comme en bourse pour acheter son billet d'avion. Et donc, en écoutant finalement beaucoup aussi nos clients, les voyageurs, on a décidé de faire un pivot pour énormément simplifier notre offre, finalement adopter un positionnement beaucoup plus généraliste, beaucoup plus simple, et internaliser la technologie, la garder pour nous, en interne, au sein d'Optionway. Donc on voit l'évolution en termes de business qu'on a pu connaître, où en 2018, effectivement, on a on a connu une très forte croissance, avec ce nouveau positionnement généraliste, un peu plus de 20 000 passagers, 13 millions d'euros de vente, et on est maintenant 14 salariés dans l'entreprise. À l'heure de la digitalisation, les TPE et PME sont devenues très dépendantes au numérique. Dans un contexte d'attaques cybercriminelles devenues aussi fréquentes que sophistiquées, la protection de votre patrimoine numérique est essentielle. Donc on a apporté une offre vraiment packagée, ce qu'on appelle une appliance, c'est-à-dire un logiciel qui est embarqué dans une solution de stockage. Alors le stockage, c'est pareil, il s'adapte aussi en fonction du besoin des prérequis techniques du client. Ça peut être du local, ça peut être de l'externalisation, ça peut être du multisite éventuellement. Donc l'idée de base était vraiment d'apporter une solution simple, packagée, et qu'elle vienne se greffer vraiment en périphérie de l'environnement informatique du client. En 2018, avec on va dire le rapprochement, le mariage, avec une entité qui était également très expérimentée sur la partie protection du patrimoine numérique, qui est une entreprise qui s'appelle Atempo. La région, comme toute institutionnelle, on est là pour créer des conditions favorables pour essayer de contribuer et de stimuler l'écosystème en mettant
les meilleurs ingrédients aux côtés des entrepreneurs et qui nous permettent, par un dialogue constant, de savoir là où on doit investir, là où on doit vraiment supporter et être sponsor d'une démarche. Bravo. Donc j'appelle Simon Gazikian. C'est la bataille du machine learning pour tous, je vais y revenir ensuite, et des small data. Je m'appelle donc Alexandre Guenoun, je suis le président et cofondateur donc de Bind. Bind, on travaille sur la sécurité numérique du patient. On fait de l'intelligence artificielle pour la biologie médicale. Avant de commencer, je souhaitais remercier le pôle SCS et la région pour l'attribution de ce prix qui vient couronner le premier anniversaire de la création de Bioceanor. Je m'appelle Naufel Dridi, docteur vétérinaire et chef de projet apicole. J'ai bénéficié du programme French Tech Visa Passeport Talent qui m'a permis de venir en France et créer la société BeLife. EasyGAN, c'est une SAS issue du CNRS auprès duquel nous avons acquis une licence de brevet. In situ, je vais revenir dessus, à partir d'un capteur optique robotisé. Et en fait, on vient faire du contrôle dimensionnel, donc directement sur des machines de fabrication de pièces métalliques, donc par exemple des centres d'usinage.